mais qu'il y avait à traiter une question particulière qui peut-être prolonge un petit peu ce qu'on vient d'entendre, c'est celle de la place qui est donnée à l'innovation sociale et à la place qu'elle prend dans l'organisation de la cité et de l'organisation du futur, quand elle se confronte parfois, on a évoqué la loi Allure, on a évoqué la loi Elan, quand elle se confronte à un certain nombre de règlements qui sont généralement très spécifiés, très encadrés. Voilà. Donc je vais demander aux personnes peut-être qui doivent participer à cette table ronde de venir me rejoindre. Michel Coltin, merci de venir me rejoindre. Je rappelle que vous êtes administratrice de l'association Habitat Participatif, on en a parlé tout à l'heure. Je vais demander à M. Pierre de Plater, s'il est avec nous, de bien vouloir, merci monsieur, venir vous installer. Et puis on aura en visio, je crois, monsieur Pierre-Olivier Lefebvre qui doit nous attendre quelque part. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne crois pas. Si, Valérie, Madame Flicoteau. Est-ce que Madame Flicoteau est avec nous? Il me semblait bien que... J'allais oublier les architectes, Madame. Merci de venir nous rejoindre. Bien, voilà. Peut-être que je vais vous proposer les uns et les autres de travailler, si vous voulez bien, dans notre réflexion un peu en deux temps. Je rappelle que la question qui nous est posée serait celle du rapport peut-être justement entre, d'un côté, un travail d'innovation sociale qui est souvent d'ailleurs porté par le monde associatif et qui amène souvent à la généralisation d'actions conçues dont on considère qu'elles sont tout à fait pertinentes et qui peuvent présager de réglementation, d'organisation, etc., etc. Mais on sait aussi, les associations le savent, que ces logiques de dispositifs peuvent devenir enfermantes. Pour autant, peut-on, M. de Plater, vous y reviendrez, peut-on se passer finalement d'un minimum de normes, d'un minimum de règles? Elles sont sans doute tout à fait nécessaires. Donc, comment finalement articuler ce besoin de la normalisation, ce besoin de la normalisation souvent par la puissance publique, et la nécessité, on a beaucoup entendu dans cette première table ronde et même dans les propos évoqués en amont, cette logique de mouvement permanent. On posait la question de l'évaluation. L'évaluation est intéressante parce qu'elle permet effectivement de progresser, d'aller vers d'autres choses. Donc voilà, je voudrais que chacun d'entre vous, en un premier temps, s'exprime sur cette tension. Comment vous la percevez de la place qui est la vôtre, par un premier tour de parole, et puis après se dire, on a une deuxième question qu'on voudrait partager. Si on veut aller plus loin, l'enjeu est un enjeu de démocratisation, l'enjeu est un enjeu, voire paradoxalement, de généralisation. Et si on voulait aller dans cette perspective de l'habitat partagé vers une forme de généralisation, de démocratisation, comment, là encore, articuler, effectivement, ou comment replacer peut-être la norme à sa place. Madame Coltin, on commence par vous, vous voulez bien? Deux mots sur le contexte dans lequel vous intervenez, mais on a entendu Ludovic parler un peu d'habitat participatif, donc on va directement, très rapidement sur la question, si vous voulez bien. D'accord, je vais essayer. Est-ce que ça fonctionne? Posez-le bien sur le menton, ce sera pareil pour nos deux autres intervenants. Voilà, donc Monsieur Lefebvre. Vous avez entendu que l'habitat participatif partage cette volonté de créer de nouvelles manières d'habiter et d'être un support de solidarité, de proximité, aussi bien pour les seniors, pour les jeunes actifs ou les familles, dont on peut dire aussi qu'elles souffrent dans la vie contemporaine de manque de support de proximité, et une modalité pour les collectifs qui s'y engagent également de répondre aux crises environnementales et sociétales par le fait que le collectif favorise des comportements beaucoup plus frugaux et plus adaptés aux enjeux contemporains. Mais en tout cas, vous avez aussi entendu que la spécificité de l'habitat participatif, c'est d'articuler des espaces privatifs et des espaces mutualisés. C'est-à-dire que la notion d'intime, elle est préservée. On n'est pas exactement dans le même niveau de partage, mais il y a un intime préservé, autonome, et des espaces mutualisés, co-gérés, qui sont supports des mutualisations et des solidarités. Donc ces formes d'habitat, moi je vais prendre un biais, si vous me permettez, par rapport à la question de la table ronde, qui sont d'initiatives pour la plupart citoyennes et qui parfois n'ont pas le concours particulier des politiques publiques.
On pourrait imaginer que dans un contexte où on est dans une liberté d'entreprendre et qu'elle manifeste un désir d'agir par rapport à un futur désirable défini comme plus collectif, qu'elle puisse se développer finalement de façon assez libre. Or, de fait, notre expérience, et au sein du mouvement, on le constate, on se rend compte qu'il est en France assez difficile de pouvoir simplement pouvoir fonctionner et bénéficier du droit commun. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait accéder à la propriété ou construire de façon individuelle va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs qui ne seront pas forcément accessibles s'il veut passer par une structure collective, une personne morale, qui va être le support, évidemment, d'un projet qui, lui, justement, n'est pas ciblé sur la question du statut individuel, soit de la propriété, soit du locatif, mais sur un projet qui a une dimension collective. La catégorisation est enfermante, finalement. Voilà. Vous évoquiez, lorsqu'on a préparé, la question de l'ANA, par exemple. Voilà. Donc, en fait, les modes classiques de structuration de nos projets, qui vont s'appuyer sur des structures juridiques de type société civile ou coopérative, permettant d'articuler justement la notion du logement à une dimension collective, ont de grandes difficultés à pouvoir bénéficier du droit commun. Il a fallu des années pour que, lorsqu'on passe par une personne morale, on puisse bénéficier, par exemple, d'un PTZ lorsqu'on y a droit. Alors, pardon, un prêt à taux zéro, voilà, merci. Ceux qui sont accordés aux personnes sous conditions de ressources. Voilà. De la même manière, on a dû conduire un long travail auprès des services de l'ANA qui est en train d'aboutir et qui va permettre, quand on se trouve sur des projets de réhabilitation, de pouvoir que les aides qui sont aujourd'hui réservées aux particuliers puissent être mobilisables dans le cadre d'une structuration collective du rapport à l'habitat. Et pour un certain nombre d'autres dispositifs, comme par exemple les projets qui se développeraient dans les quartiers populaires, eh bien, la TVA à taux réduite, qui normalement est assortie quand on s'installe dans un logement de ce type, en tant que particulier, ne va pas être possible à mobiliser si on passe par une personne morale qui, justement, est garante de la dimension collective du projet. Donc, pour commencer, je dirais surtout qu'en ce qui nous concerne, on souhaiterait que cette représentation qui, en France, du point de vue du droit commun et des réglementations publiques, est extrêmement reliée à la notion de propriété privée et à un statut individuel de l'habitant, soit accédant, soit locataire, puisse s'ouvrir et accueillir ces formes d'innovation lorsque voilà, toutes les conditions du droit commun sont requises. Pourquoi ceux qui veulent construire dans une dimension collective seraient pénalisés par rapport à ceux qui se trouvent dans des statuts plus classiques. Donc on est plutôt dans l'attente d'une adaptation et de la possibilité que ces initiatives citoyennes qui sont porteuses d'une autre représentation du rapport à l'habité et qui sont porteuses de ce que quand même le discours public attend. Quand on voit que l'ADEME, par exemple, vient bien spécifier que le modèle du pavillon individuel, du lotissement, etc., est révolu, qu'il faut pouvoir proposer des alternatives et qu'il va être difficile de pouvoir conduire les habitants à pouvoir souhaiter ce genre d'habitat. En fait, nos projets sont des véritables expérimentateurs, justement, et témoignent que ces futurs-là et ces modes d'habiter alternatifs peuvent être désirés, volontairement choisis, pas subis, permettre justement une meilleure qualité de vie, et que, de fait, ils sont quand même un laboratoire de tout ce qui vient, par notre réglementation, freiner l'expérimentation. Alors là, je passe aussi, où je ne parle pas de tout ce qui est frein à l'expérimentation sur ce qui est des modes de construction biosourcés qui vont... Souvent, les projets habitants citoyens en habitat participatif vont plus loin que la réglementation également en vigueur du point de vue des aspirations de construction de qualité environnementale et vont se heurter à des réglementations qui, pour l'instant, ne les ont pas facilitées et qui vont faire que ce sera un parcours du combattant de pouvoir faire valider, même si elles sont certifiées par les hommes de l'art, architectes ou compagnons
des modes constructifs qui ne sont pas encore labellisés par les organismes certifiés, ou de pouvoir faire assurer tout simplement des immeubles collectifs bois qui représentent encore un vrai parcours du combattant pour les maîtres d'ouvrage qui essayent de construire de l'alternatif. On reviendra effectivement tout à l'heure peut-être sur des démarches qui peuvent être mises en place. Peut-être passer la parole à Madame Flicoteaux. Madame, vous êtes vous êtes architecte vous-même et représentante de l'Ordre des architectes. Ça serait intéressant de réagir d'ailleurs. Quand on avait échangé, vous posiez la question, et je l'ai posée aussi, la question de la norme. Dans certains cas, la norme est importante et nécessaire, mais on entend là très très clairement qu'elle est fortement limitante parce qu'elle est structurée, réglementée, enfermée dans des types de populations ou des types de situations. Alors, par rapport à cette question de la norme et surtout ce que vous venez de dire, Madame, sur la question de l'accès à une construction plus durable qui emploie des matériaux biosourcés, géosourcés, réemployés, c'est vrai que ça a été un parcours du combattant. Pour nous aussi, architectes, c'est cette question qui impacte plus globalement la question de la construction durable et décarbonée. C'est un sujet que le Conseil de l'Ordre porte très fortement, qui est porté et mis en avant beaucoup par des architectes. Il y a beaucoup d'architectes parmi les novateurs sur ces sujets à côté d'ingénieurs. On avance. On avance, les normes arrivent, il y a des règles pro qui se sont faites sur la paille, sur le chanvre. Il y a tout un travail aussi qui est en cours et qui va être facilité sur la loi sur les matériaux réemployés et notamment la responsabilité élargie producteur, la REP, qui va obliger à ce que des réseaux se structurent de façon plus cohérent. Donc, sur tous ces sujets-là, que nous partageons avec les mouvements alternatifs, les choses avancent. Après, par rapport à la norme en soi, ce qu'il faut voir, c'est qu'un bâtiment, c'est un objet complexe. Donc, il y a plus de 1000 normes qui s'appliquent à la construction d'un bâtiment. Et en soi, c'est pas un frein pour les architectes sont là aussi pour accompagner cette chose-là et garantir que l'ouvrage construit est... La question n'est pas vraiment là. On peut admettre effectivement qu'à ce niveau-là, la norme joue au contraire, est même sécurisante. Oui, bien sûr. Enfin, si vous voulez, la norme, elle est aussi là pour garantir la sécurité des personnes dans un ouvrage extrêmement compliqué, la sécurité incendie, toutes les questions d'adaptabilité. Donc, il ne faut pas toujours la voir comme quelque chose qui est empêchant. Il faut plutôt la voir peut-être comme quelque chose qui apporte de la sécurité, y compris dans l'expérimentation. Donc, voilà un petit peu ce que j'aurais à en dire. Par contre, là où je vous rejoins, Madame, c'est sur la question de toutes les phases préalables, de toute la phase de montage. Vous évoquiez les difficultés de financement et d'accès aux aides et aux droits communs. Moi, j'évoquerais aussi, pour les concepteurs, ce moment un peu particulier avant le montage de la maîtrise d'ouvrage en tant que telle, où il faut quand même qu'un projet émerge justement pour aider et accompagner la constitution de cette maîtrise d'ouvrage, pour que chacun valide avant de mettre sur la table un prêt qui va vous endetter pour 20 ans. Vous avez quand même un tout petit peu besoin de valider votre espace de vie, la façon dont les choses seront partagées ou pas, quelle est la limite entre le partagé, l'intime, le public. Donc, c'est le projet d'architecture, en fait, qui doit s'exprimer en amont de la constitution de la maîtrise d'ouvrage. J'entendais tout à l'heure des questions d'accompagnement et ce projet, il n'émerge aussi que avec de l'accompagnement social et que les groupes soient accompagnés. Et en fait, ce temps-là n'a pas de modèle économique ou a du mal à trouver un modèle économique et n'est jamais rémunéré. Et en fait, c'est trop compliqué en fait de faire peser sur les concepteurs et les accompagnements le poids de tout le risque du développement de ce projet en amont. Et là aussi, il y a peut-être de l'innovation à apporter dans le financement de ces phases qu'on pourrait dire un peu molles, entre d'un côté, soit il y a une opportunité foncière et du coup, il faut constituer une maîtrise d'ouvrage, soit à l'inverse, une maîtrise d'ouvrage, enfin un groupe se reconnaît, a envie de travailler et cherche ensemble un terrain, mais ne va pas aller voir son banquier sans que le projet ait émergé.
Et ce temps-là, c'est un temps qui est extrêmement compliqué pour les architectes. Sachant que, là encore, et moi je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, c'est vrai que toute cette innovation dans le logement, c'est quelque chose que les architectes accompagnent avec beaucoup d'appétence, avec beaucoup de joie aussi, parce que si vous voulez, on est en logement collectif traditionnellement, entre le bailleur social ou le promoteur privé, finalement on construit de façon extrêmement éloignée des gens qui vont habiter. Donc c'est très compliqué, on prend des décisions très triviales et assez simples. Hein. Décider de l'endroit où va se trouver la prise du frigo et l'alimentation de gaz, c'est vraiment imprimer la façon dont on va pouvoir s'organiser la cuisine. Donc nous, on est amenés à prendre des décisions comme ça parce que sans les habitants. Et c'est vrai que renouer des liens de proximité avec les gens qui vont habiter, c'est quelque chose qui est très appréciable, en tout cas pour de nombreux architectes. Donc, on est là, on est avec vous, on est dans l'expérimentation. Il faut savoir aussi que le ministère de la Culture a lancé des expérimentations autour de l'habitat innovant, dans lequel il y a beaucoup de projets en habitat participatif en fait, qui ont été incubés dans cet appel à manifestation d'intérêt autour de la qualité du logement de demain. On est aussi très en amont et très investi avec vous sur les sujets de développement durable qu'on partage complètement. L'Ordre a écrit un plaidoyer ville, territoire, habitat, l'architecture comme solution. Et on voit bien que l'architecture peut amener des solutions sur les questions de construction, d'aménagement du territoire plus durable, plus choisi. Maintenant, ce moment où on se réunit, aujourd'hui, il n'est pas encore calé en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. On y reviendra peut-être dans un deuxième temps, si vous voulez bien. On fait un premier tour de table. Monsieur de Plater, alors là, finalement, c'est le regard du juriste, là. Oui, tout à fait. Est-ce que, je ne sais pas, ça existe une définition, j'imagine, il y a plusieurs définitions de la norme, mais est-ce qu'on peut la qualifier en un mot pour peut-être se mettre un petit peu d'accord sur au moins un vocabulaire? On a entendu l'importance et la puissance des mots. Le problème, alors, effectivement, j'interviens avec un regard juridique, mais qui est extérieur à toutes ces questions d'habitat partagé, parce que je suis chercheur à la base en droit des baux, et je suis aujourd'hui avocat dans ces matières-là, et j'ai appréhendé la question particulière du CCIS, du contrat de cohabitation intergénérationnelle et solidaire, parce que j'étais surpris par justement le mécanisme qui avait été mis au point, qui s'avérait être un contrat sui generis, mais dont on a bien du mal à déterminer les contours. Peut-être quand même. Mais au niveau de la norme, la question de la norme, parce que initialement, c'était la question de la tension entre les besoins sociaux et la réaction du législateur. En fait. Oui, c'est ça, en gros. Oui. C'est ça. La norme, en fait, c'est tout mécanisme. Aujourd'hui, la norme, on ne peut pas la définir de manière globale. C'est simplement un mécanisme qui a pour objectif d'atteindre... On vous demande d'approcher le micro, merci. D'accord. Voilà. C'est un mécanisme pour atteindre simplement un objectif. Tout simplement. Donc la norme aujourd'hui... ça veut dire quel est ce qu'on en fait? Alors, pour le cas particulier du CCIS, elle a été établie pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'il y a une base, mais malheureusement aujourd'hui, on pourrait considérer qu'elle n'est pas complète. C'est une certitude. D'accord. Alors, on va peut-être s'appuyer sur l'exemple du CCIS, nous présenter un petit peu le mécanisme, et on peut faire le lien éventuellement avec les questions qu'on est en train de se poser. Tout à fait. Le CCIS, en réalité, alors, c'est pour ça que je me dis... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, CCIS? CCIS, donc le contrat de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. C'est un contrat qui a été formalisé dans le cadre de la loi Elan, mais qui est le résultat d'une pratique qui avait déjà été adoptée. Ce qu'il faut savoir, alors là je me distingue vraiment de la question architecturale, c'est que c'est un contrat caméléon. Ça ne dépend pas d'un habitat particulier. Ça peut s'intégrer dans n'importe quel habitat. La qualité de ce contrat, elle dépend de la qualité des parties. Une personne de plus de 60 ans et une ou plusieurs personnes de moins de 30 ans qui concluent un contrat dans un logement dont l'occupant est propriétaire ou dont l'occupant est déjà locataire. Pourquoi ces âges ont été choisis? Pour la simple et bonne raison que 30 ans, c'est à peu près le premier âge où on a un contrat, un emploi stable. Donc peut-être qu'on n'a pas toutes les garanties
pour obtenir notamment un cautionnement. Et 60 ans, entre 60 et 70 ans, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la retraite et l'aspect de l'espérance de vie en bonne santé. Donc on est quand même sur quelque chose de très très particulier au niveau du CCIS. Il est très bien ciblé par la loi. Et sa spécificité, c'est qu'il apporte une réponse à une interdiction stricte dans le secteur locatif privé, c'est-à-dire la sous-location. En fait, le contrat de cohabitation intergénérationnelle et solidaire, c'est de la sous-location qui est autorisée. Sous-location qui est autorisée dans le privé et dans le public parce qu'il s'applique au secteur HLM. Et la grande particularité dans ces deux secteurs-là, c'est qu'il ne dépend pas de l'autorisation du propriétaire des lieux, mais simplement d'une notification. On ne peut pas s'opposer à l'établissement d'un CCIS. Alors c'est sa grande force, mais on le verra aussi plus tard, c'est peut-être sa grande faiblesse, parce qu'aujourd'hui, certains en profitent pour contourner l'interdiction de sous-location dans le secteur privé sur la base du CCIS. D'autres éléments qui sont notables au regard du CCIS, c'est que il a un objectif clair, le législateur l'a bien fait, mais il est caméléon, c'est-à-dire qu'il s'applique à n'importe quel habitat, mais il bénéficie aussi du droit commun, c'est-à-dire qu'on peut avoir une allocation logement dans le cadre du CCIS. C'est-à-dire qu'on bénéficie en tant que jeune de moins de 30 ans, un ou plusieurs jeunes de moins de 30 ans, à la signature du contrat. On ne sait pas aujourd'hui, on ne pourra pas vous dire aujourd'hui si quelqu'un qui a signé avant 30 ans mais qu'il continue à 40 ans son contrat peut bénéficier du CCIS. Il peut bénéficier des allocations logement. Et puis d'autres éléments ont été précisés. La question de la contrepartie modeste. Alors ils l'ont précisé, mais malheureusement elle ne l'est pas suffisamment parce qu'aujourd'hui on a des contentieux sur cette question-là. Pardon, contrepartie modeste. Contrepartie modeste, c'est-à-dire que l'occupant qui a moins de 30 ans verse une contrepartie modeste à la personne qui l'héberge, qu'elle soit au propriétaire ou déjà locataire, en contrepartie justement de menus services. Alors le législateur a pris peur et a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de requalification des menus services en contrat de travail. On a vite compris le problème, mais c'est la seule limite qu'il a posée. Donc on est vraiment dans un contrat très, très encadré, mais il est indubitable que ce contrat va faire l'épreuve du feu. On ne sait pas vraiment aujourd'hui comment cette norme, qui est très générale, c'est une loi, le CCIS, et c'est très particulier parce qu'elle pourrait faire concurrence au beau classique. Mais alors on pourra peut-être le voir tout à l'heure par rapport au risque, mais voilà ce qu'on peut dire sur la norme qu'il installe, et ce n'est pas une expérimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation dans le temps à cette réglementation aujourd'hui. C'est une réglementation qui va se développer et qui va s'affiner avec le temps, mais surtout par la pratique, je le pense. Ok. Est-ce que M. Pierre-Olivier Lefebvre est avec nous? Vous êtes avec nous, M. Lefebvre? Tout à fait, je vous entends très bien. Voilà, vous avez entendu, donc on va travailler un petit peu en deux temps. Un premier temps, s'interroger effectivement sur cette première question entre toutes les politiques d'innovation sociale et puis cette mise en forme, si j'ose dire, à travers, alors je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, à travers la norme. Donc on aimerait entendre votre point de vue, peut-être nous rappeler, monsieur, qui vous êtes et dans quel contexte vous intervenez, et puis nous donner le point de vue qui est le vôtre sur cette question-là. Je disais qu'on reviendra dans un deuxième temps rapidement sur des pistes à creuser. Oui, bonjour à vous. Effectivement, donc je suis délégué général du réseau francophone Ville Amie des Aînés, qui est un programme de l'OMS pour faire en sorte que, je dirais, le vieillissement individuel soit réussi et que la politique publique qui doit, je dirais, embrasser cette vision collective des choses permette, je dirais, cette longévité qu'on gagne tous année après année, de trouver une réelle place et de maintenir une place de citoyenneté sur le territoire. Donc évidemment, cette idée d'habiter et ces questions d'habitat font partie des 8 thématiques du programme Ville Amie des Aînés, et le rôle du réseau en lien un peu avec tout ce qui s'est dit depuis ce matin, c'est comment on articule auprès des élus et auprès des politiques publiques eh bien, ces enjeux qui vont de cette vision stratégique très grande. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais la question des élus, des communautés de communes, des maires, c'est la question de comment je produis des logements, comment je gère une sorte de pénurie de mètres carrés et d'offres de logements pour toutes les générations.
et comment j'endigue aussi pour un certain nombre de territoires la perte d'habitants. Hein. Si on vit plus longtemps, ça veut dire que quelque part on habite plus longtemps son logement et que le turnover des logements s'est ralenti et génère aussi par effet ricochet un certain nombre de choses. Et quelque part, la question qui nous rassemble aujourd'hui, elle s'insère dans cette vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large et amène ou doit amener en tout cas une réflexion de la part des décideurs qui s'élargit, je dirais, à simplement produire des mètres carrés ou produire, je dirais, des logements avec des unités de consommation. Très souvent, j'ai entendu hein, dans les PLH, les plans locaux d'habitat intercommunaux, voilà, un couple de personnes âgées, c'est bien si on leur met un T2, ça leur suffit. Et quelque part, derrière, on oublie cette question dont on a entendu parler toute la matinée, qui est au final le droit au choix et puis le parcours de vie. C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, eh bien, on veut avoir un logement qui correspond à ses aspirations. Et ces aspirations, il faut qu'elles rencontrent alors ce que vous appelez la norme, ou en tout cas, je dirais, une définition juridique, mais aussi une définition politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle du réseau, c'est d'intégrer tous ces projets-là dans le SCOT, le schéma de cohésion territoriale, dans le PLH, mais aussi dans les plans de déplacement urbain, ainsi de suite, pour faire en sorte que, typiquement, on ne construise pas des logements pour des habitants qui vont prendre de l'âge dans des endroits qui seraient coupés du lien social, qui seraient coupés de la mobilité, qui seraient coupés de tout ce qui peut exister et qui va faire qu'il y a un lien entre son logement, le dedans et puis le dehors avec lequel évidemment on a envie de continuer de vivre. Donc ça amène à se questionner sur comment on arrive à cheminer ensemble par rapport à ce qui s'est dit de la part des intervenants de cette table ronde, entre ce parcours individuel, ce parcours des fois associatif, militant, citoyen, et puis est-ce que le territoire s'est préparé à cette écoute, s'est organisé pour faire en sorte d'avoir du foncier, d'avoir une capacité, je dirais, à accompagner ces projets. Moi, je crois beaucoup par rapport à tout ce qu'on débat au tiers de confiance. Je pense vraiment que si on veut que ça dure, il faut qu'il y ait des médiateurs sociaux, qui soient bénévoles ou professionnels, mais qu'on ne peut pas simplement produire de l'habitat ou du vivre ensemble et laisser les gens se débrouiller tout seuls, parce que quand on prend de l'âge, on n'a pas forcément envie de réguler des conflits sur comment on gère la salle de bain, sur comment on gère le frigo, sur les horaires, le bruit. Les rythmes entre les générations ne sont pas les mêmes et toutes ces questions-là ne font pas partie de la norme, mais font partie, je dirais, de comment on découvre et on articule ce vivre ensemble, soit à l'échelle d'un même logement ou soit à l'échelle d'un même quartier ou d'un même habitat inclusif. Donc voilà un petit peu la vision sur laquelle on essaye de travailler et on essaye aussi d'encourager, je dirais, la mobilité résidentielle, d'encourager à l'échelle d'un territoire un parcours résidentiel où il y a une gamme d'offres suffisante pour faire en sorte que chacun, je dirais, trouve chaussure à son pied sans se sentir contraint. Hein. Une des choses pour moi qui me paraît vraiment fondamentale, c'est que même si on a des enjeux de pénurie de logement, même si on a des enjeux au niveau écologique et tout ça, un parcours de vie quand on prend de l'âge doit être respectueux des aspirations des uns ou des autres et doit intégrer aussi qu'on vit longtemps, y compris à la retraite, et que donc on doit se projeter dans un logement que des fois on imagine le dernier, mais qui n'est pas toujours le dernier. Voilà, et je précise juste que je vous dis aussi ces choses-là d'un autre regard plus personnel, puisque j'ai la chance d'habiter un habitat, on va dire, alternatif depuis 8 années avec mon épouse.
dans la région dijonnaise. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire dans ce premier temps. Ce que j'entends, monsieur, c'est que dans ce que vous avez évoqué, on est sur des préoccupations qui ne sont pas du même ordre. Lorsque vous évoquez les préoccupations, ça a été évoqué tout à l'heure, les préoccupations des collectivités, enfin des communes, etc., on est là pour travailler une question de logement, alors que là, finalement, on parle d'habiter. On n'est peut-être pas tout à fait dans le même domaine. Pour moi, on doit arriver à être sur des préoccupations du même ordre, parce que la volonté des collectivités et des maires, que ce soit des villes ou des villages, c'est de travailler à l'épanouissement de ses habitants. Et précisément, le rôle du réseau, c'est de faire rencontrer deux mondes qui peuvent sembler extrêmement éloignés. Dans la table ronde précédente, vous parliez de voyages d'études. On en organise nous-mêmes justement pour, je dirais, former le regard des élus et des décideurs publics pour qu'ils intègrent, je dirais, cette volonté de parcours individuel et pas simplement de production, je dirais, de logements un peu brut de décoffrage, si je puis m'autoriser ce jeu de mots. D'accord, donc finalement, si je vais vers mon deuxième questionnement, en restant 30 secondes, un petit moment avec vous, monsieur, quelle serait de la place qui est la vôtre, une piste qui serait nécessaire de creuser dans le cadre, peut-être dans le cadre de ce qui vous occupe vous, mais aussi pour le collectif finalement, parce que demain, effectivement, on va devoir se pencher sur un certain nombre de sujets avec ce que vous avez entendu, sur cette façon peut-être de faire se rencontrer ce que moi j'appellerais peut-être parfois deux mondes, sur quoi, de la place qu'est la vôtre, on devrait prioritairement travailler. Alors, certainement, intégrer cette idée d'habitat tel qu'on l'a défini depuis ce matin dans un parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire de la part de tous les acteurs, de ne pas venir avec son projet en opposition par rapport à ce qu'il ne voudrait pas lui ou à ce qu'il a vu qui existait. Je pense que les types d'habitat sont complémentaires en fonction de là où on en est dans sa vie et de ses capacités ou de ses incapacités. Donc, n'opposons pas la vie en établissement médico-social à la vie en logement individuel. N'opposons pas le fait d'avoir une grande maison dans laquelle on est attaché et dans laquelle on se dit qu'on a envie de rester au fait de déménager, mais croisons les regards et peut-être tricotons ensemble des grilles d'analyse qui permettent de décider qu'est-ce qui serait le plus opportun ou le plus propice pour les uns ou les autres, afin d'avoir cette gamme d'offres à l'échelle d'un territoire. Mais par exemple, moi, une des choses qui me marque le plus aujourd'hui, c'est d'un côté l'incapacité à se projeter dans la durée, hein, y compris pour les habitants âgés. On a du mal à se dire, alors moi je vais avoir 60 ans cette année, j'ai du mal à me dire que ça peut durer, et en allant relativement bien, une trentaine d'années. Et donc, en 30 ans, en fait, on imagine les choses différemment que si on est simplement à se dire, bon, bah, je vais gérer le petit périmètre dans lequel je suis. Et puis, la deuxième chose sur laquelle on travaille, en tout cas avec la Banque des Territoires et la CNSA, par rapport à ce que disait l'architecte, c'est d'accompagner les collectivités dans la définition de cahier des charges, dans la définition de l'offre déjà existante ou à créer, à travers un fonds d'appui territoire innovant qui permet de cheminer ensemble, de faire, je dirais, une réflexion qui soit commune. Et c'est aussi ce qu'on a fait, par exemple, à travers des essentiels Amis des aînés qu'on fait, où on a produit un ouvrage autour des habitats pour des vieillissements, accompagné des parcours résidentiels diversifiés, pour quelque part qu'on comprenne le spectre dans lequel on est et pas simplement le fait de dire moi je veux la cohabitation intergénérationnelle ou moi je veux de l'habitat inclusif ou moi je veux pas de vivre en établissement. Et le dernier point qui me paraît peut-être important, c'est une fois qu'on a fait ce travail-là, d'œuvrer avec les pouvoirs publics pour que la norme ne soit pas empêchante. Par exemple, aujourd'hui, il y a un débat entre la norme incendie et puis les différents types d'habitats innovants qu'on est en train de faire. Et à un moment donné, les pompiers considèrent que des personnes fragilisées peuvent être en péril et peuvent imposer des normes ERP qui seraient incompatibles avec le projet tel qu'il a été réfléchi. Donc il y a aussi une réflexion et un travail de culture à faire sur qu'est-ce que c'est qu'avancer en âge, qu'est-ce que c'est que vieillir et ne pas confondre le vieillissement avec l'incapacité.
Très bien, merci monsieur pour ces éléments. Ça me suggère une peut-être première remarque que je voudrais partager avec vous. Ça suppose aussi que la notion d'habitat partagé rentre dans le droit commun, ne soit pas à la marge et soit considérée comme effectivement une situation qui est certainement amenée à se développer. Alors madame, je crois que vous vouliez d'abord, j'imagine, un petit peu réagir, hein. J'ai senti votre impatience, réagir aux propos de madame Flicoteaux, et puis on va aller après vers effectivement de la place qu'est la vôtre, quelle serait une de nos pistes importantes sur laquelle il faudrait, dans les années à venir, travailler. Oui, je voudrais juste faire un petit complément par rapport à notre sujet, qui est que l'habitat participatif, même si mon propos était de montrer comment il peut être freiné par l'organisation actuelle du droit commun, où il a du mal en tout cas à y être reconnu, eh bien dans une attente ou dans un besoin évidemment de cadre, hein, parce qu'il s'agit bien de pouvoir préserver la dimension collective du projet dans un pays où, je le rappelle, on a un appareil législatif qui est extrêmement centré sur la liberté individuelle du propriétaire ou le cadre d'usage du locataire. Donc si on veut garantir la capacité de gestion collective dans un projet, il faut bien un cadre pour cela. Mais c'est vrai que par exemple le cadre de la loi Allure, qui est venu en 2014 instituer pour la première fois 2 statuts juridiques pour l'habitat participatif, a aussi introduit une notion qui s'appelle, et c'était pour protéger les projets, la garantie financière, qui n'existe pas sur le marché assurantiel. Donc en fait, on a une loi qui nous offre des statuts qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'elle suppose des assurances spécifiques qui n'existent pas. Donc nous continuons à fonctionner avec des statuts voilà, qui sont des statuts classiques, hein, utilisés dans la société civile en général, que nous adaptons. Mais avec ça, nous arrivons à bricoler quand même, et nous arrivons à bricoler suffisamment pour avoir des cadres qui à la fois donnent des éléments de protection au projet et en même temps permettent l'expérimentation, et comme le disaient mes collègues d'Allage, justement laissent la place à la singularité des différentes expérimentations. Après, évidemment, on a des problèmes, et là je rejoindrai tout à fait ce qu'a dit Madame Flicoteaux, c'est-à-dire que si on veut penser à la démocratisation, hein, et à la possibilité d'ouvrir plus largement l'habitat participatif, il y a des aspects qui sont plus difficiles à porter dans toutes les situations. Il y a la question de l'abordabilité des logements, évidemment, mais aussi la question du financement de ces phases d'études préalables que vous évoquiez, ou le financement des espaces communs, par exemple. Et donc, Habitat Participatif France travaille depuis de longues années et a là, actuellement, au moins rendu possible le fait que nous pouvons commencer à développer des projets, notamment avec le soutien de l'ANRU, pour avoir des financements d'amorçage qui permettent justement, notamment quand on veut développer l'habitat participatif dans les quartiers populaires, ça suppose un accompagnement des habitants, ça suppose un travail préparatoire qu'il est effectivement très difficile de faire financer par les habitants eux-mêmes, et qui suppose là un accompagnement de la puissance publique. Et de la même manière, j'ai envie de dire pour les projets seniors, grâce à une collaboration maintenant de longue date avec les caisses de retraite, avec Malakoff Humanis, la G2R, ARCO, nous avons aujourd'hui la possibilité, nous allons démarrer un programme également de développement d'expérimentation pour des projets comportant, qui soient dédiés aux seniors, que ce soit en habitat strictement prévu pour des seniors ou en habitat intergénérationnel, mais avec un pourcentage de seniors, qui permettent justement un appui au financement de ces études préalables, et éventuellement, quand on est sous plafond de ressources, et dans un appui au financement des espaces communs. Donc il y a effectivement des accompagnements qui peuvent être vraiment nécessaires si on veut imaginer pouvoir développer de façon plus large et rendre accessible à tous ces formes d'habitat, sachant qu'aujourd'hui, les phases préalables, elles sont portées par les citoyens eux-mêmes, hein, qui acceptent, parce qu'il y a aussi des associations... Alors, avec le concours des architectes, mais il y a des associations et professionnels qui aujourd'hui travaillent sur ces accompagnements, et que
les habitants cofinancent, voilà, mais avec difficulté et en n'ayant pas toujours forcément les moyens de développer le temps d'accompagnement qui serait nécessaire sur ces phases-là. Je vous passe la parole parce que vous allez pouvoir réagir et puis compléter. Tout à fait. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de projets qui sortent en habitat participatif. Donc, c'est bien qu'il y a des montages qui existent. En fait, ce que je pointais du doigt, c'est que c'est aussi souvent très à risque pour les agences qui acceptent de limiter leurs honoraires dans les phases amont, qui sont les phases les plus productives, en fait, qui sont les moments où nous, on exprime le plus notre valeur ajoutée, puisque c'est le moment de formalisation du projet. Et donc, on accepte de faire sous-rémunérer avec des rattrapages qui seront faits dans les phases aval, une fois que le projet et surtout que la maîtrise d'ouvrage est constituée, et donc elle peut payer des frais d'accompagnement et de machin. Donc, mais si vous voulez, cette procédure actuellement qui manque d'un financement extérieur, finalement fait peser et d'un côté sur les citoyens, parce que peut-être qu'il y a des citoyens qui, in fine, n'arriveront pas au bout, mais qui auront quand même participé aux études préalables, et de l'autre côté aux agences qui sont souvent des structures... surtout les agences qui vont dans ces sujets un peu de pointe, c'est souvent des structures petites, pas assez fragiles. Et donc, c'est faire peser aussi, leur faire partager un risque qui serait souhaitable qu'on arrive à ne pas leur faire partager. Mais c'est aussi au nom de cet enthousiasme pour la nouveauté et pouvoir accompagner effectivement... parce que derrière la question de l'habitat participatif, il y a quand même aussi quelque chose qui nous tient nous beaucoup à cœur et qui aujourd'hui a du mal à faire son chemin dans la façon dont le logement est produit actuellement, et particulièrement le logement collectif, c'est la question de la qualité. C'est-à-dire qu'au-delà de la stricte question du prix, parce que finalement, on voit que les projets qui sont montés en habitat participatif sont peu ou prou... le bâtiment a peu ou prou le même prix, mais si vous voulez, pour le même prix, il y a des qualités de prestations, de choix de matériaux biosourcés, d'accès à des logements, à des espaces partagés choisis qui sont après chaque projet fabrique sa propre aventure et fabrique ses propres espaces partagés, mais ça veut dire qu'on a bien son logement et beaucoup de choses en plus. Et tout ça pour le prix d'un appartement acheté en VFA mal conçu et mal construit. Donc pour vous, c'est fondamentalement l'enjeu économique. Là, on l'a entendu, la prise en compte de cette phase-là, ça a été réévoqué par oui, tout à fait. Lefebvre. Et c'est une forme de reconnaissance d'ailleurs que de l'intégrer finalement dans une logique économique, c'est ce que vous nous dites. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense aussi que c'est le chemin vers la banalisation. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, madame. On peut tous souhaiter que ce type de procédure se banalise et profite des dispositifs de l'État. Je pense aussi qu'il y a quelque chose dont on ne parle peut-être pas aujourd'hui, mais qui pour nous est fondamental, c'est la question de la réhabilitation. Alors aussi. Voilà, ça tombe très très bien, madame, parce que j'ai une question. 83% des seniors veulent rester vivre chez eux. Là, quand on parle de foncier, on parle souvent de construction nouvelle, mais on ne reparle pas effectivement de l'existant. Est-ce que là-dessus, il y a des choses effectivement sur lesquelles on pourrait travailler? Alors, il y a un terrain... énorme, et notamment sur tout ce qui est habitat individuel pavillonnaire. Aujourd'hui, on sait que plus de 60% des maisons sont habitées par des personnes âgées, vieillissantes, qui dans des maisons... je vais me risquer à dire trop grandes, mais en tout cas qui sont très grandes, et que ces personnes ne peuvent plus forcément entretenir le jardin. À côté de ça, on entend des communes qui sont impactées par une loi, la loi zéro artificialisation nette, qui court après le foncier et qui cherche à construire des logements. Et on voit bien que... et vous couplez ça avec la troisième dimension, qui est comment on va réussir la transition écologique, comment on va permettre aux gens de maîtriser les charges, et du coup, comment on va réussir les travaux de rénovation énergétique, y compris de ces maisons individuelles. Eh bien, quand vous mélangez un petit peu ces trois sujets, vous vous dites que les quartiers d'habitat pavillonnaire, c'est vraiment
le lieu où porter des expérimentations, où on va pouvoir densifier. Alors, soit on densifie les logements et du coup, on se débrouille pour faire 2 logements dans une seule maison en étant très attentif à redéployer un espace de vie en rez-de-chaussée pour des personnes vieillissantes. Moi, je parle vraiment de... Je souscris à totalement tout ce qui a été dit en amont sur ces choses-là doivent être choisies. Il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit d'être dans le choix et le respect des envies de chacun. Mais pour revenir à ce que je disais, on peut très bien imaginer effectivement une maison qui est redécoupée verticalement et qui peut permettre d'accueillir 2 logements, voire de retrancher un petit bout de terrain pour construire une nouvelle maison et du coup amener aussi de la proximité et d'éviter l'isolement. Il y a des millions et des millions de choses à envisager autour de cette thématique et s'intéresser justement à ce foncier qui pourrait être disponible, un foncier bâti ou non bâti d'ailleurs, c'est aussi permettre de dégager un petit peu d'argent pour réussir la transition écologique et la rénovation énergétique des bâtiments et la maîtrise des charges. Et c'est aussi, je pense, une occasion pour les collectivités. Monsieur tout à l'heure parlait d'emporter la puissance publique et la collectivité. C'est aussi l'occasion de re-questionner ces territoires périurbains qui sont un petit peu décrochés des villes et d'avoir une politique d'aménagement du territoire et de projets urbains pour justement les ramener aussi dans la ville, les reconnecter avec des circulations douces, les reconnecter avec des transports en commun. Je vois que oui. Non, il faut faire court. Non, je pense qu'on pourrait effectivement aller très très loin. J'aurais juste peut-être une dernière question à vous poser. L'Ordre des architectes se bat pour tout ça? L'Ordre des architectes, effectivement, est très mobilisé sur ces sujets. On participe à beaucoup de travaux innovants avec le ministère de la Culture, avec le ministère de la Transition écologique. On a produit des documents. N'hésitez pas à aller sur le site du Conseil national de l'Ordre des architectes. Il y a beaucoup de documents sur ces sujets, notamment un qui s'appelle « Densifier et rénover les quartiers d'habitat pavillonnaire ». Il y a ce plaidoyer dont je vous ai parlé. Donc, n'hésitez pas aussi, vous, à mobiliser les architectes. Il y a 30 000 architectes en France, donc il y en a forcément un pas très loin de chez vous. Vous pouvez aller les cartographier. Il y a un site internet qui s'appelle Architectes pour tous qui vous permet d'identifier les architectes qui sont autour de géolocalisés. C'est toutes les agences d'architecture françaises. C'est des sujets qui passionnent les architectes et qui mobilisent l'ordre à tous les niveaux. C'est le sens aussi de ma venue avec vous aujourd'hui. Okay, merci madame pour ça. Monsieur de Plater, comment vous vous situez là par rapport à l'évolution de notre discussion? Est-ce qu'il y a des champs, je rappelle que la question était aussi de se dire peut-être de la place qui est la vôtre, sur quoi on a entendu, les questions liées à l'enfermement, ce que j'appelle un peu moins l'enfermement dans des réglementations. Est-ce que vous voyez, vous, de la place qui est la vôtre, une piste ou deux sur laquelle il faudrait qu'on bosse? Déjà, faut essayer de comprendre, parce qu'on entend dans le fait de démocratiser l'accès. Démocratiser, ce n'est pas seulement permettre l'accès à tous ceux qui sont concernés par le processus, c'est rendre effectif cet accès et le rendre pérenne et le sécuriser. Parce qu'une fois que vous êtes en contrat, je reviens toujours à ma situation, mais au domaine que je connais peut-être le mieux dans un contrat de cohabitation, il ne suffit pas signer le contrat pour être sûr que tout va fonctionner. On a dans ce cas-là, on a peut-être 3 problèmes, 3 problèmes ou 3 choses sur lesquelles il faudrait travailler. On a des problèmes qui se portent sur les acteurs qui interviennent. Je parle des acteurs associatifs. On a des problèmes pour les cohabitants, c'est-à-dire des questions qui sont auxquelles encore il faudra répondre s'agissant de leur occupation. Et puis, le problème de la situation du contrat de cohabitation au regard des autres mécanismes. D'accord. Le premier problème, et qui est un problème majeur, c'est que le CCIS dépend donc de quelques articles de loi, mais il dépend aussi d'une charte. Et une charte qui a été prise par arrêté ministériel. Et malheureusement, au regard de la norme, on peut se poser la question du choix de la charte, parce que d'un point de vue normatif, on pense plutôt à du droit mou qu'à du droit qui est susceptible de produire un effet. Le problème dans le cadre d'une association qui est intermédiaire dans le cadre d'un CCIS, d'un contrat de cohabitation, il faut savoir que la loi exclut l'application de la loi Hoguet, justement des intermédiaires locatifs, quand une association s'occupe d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle. Donc on n'a pas besoin de carte pour exercer
cette mission. Mais la loi, elle parle aussi de structure. Elle dit association et structure. Et c'est là qu'on a un souci, parce qu'on a un objet social que les associations, loi de 1901 notamment, peuvent assurer. Mais quand on parle de structure, on parle de toute structure économique, y compris à but lucratif. Et aujourd'hui, on a des acteurs à but lucratif qui sont dans le secteur du CCIS et dont on ne sait pas s'ils ont le droit d'y être. Mais en tous les cas, ils y sont. On a un souci là-dessus parce que l'association, et on le verra dans la suite de l'énoncé, l'association a un rôle, elle ne met pas seulement en contact, elle réglemente la relation entre les parties, ce qui est extrêmement important, parce que le but est justement pas qu'il y ait une suite judiciaire. Il peut toujours y avoir en matière d'occupation et de logement, ce qu'on a tout à fait en matière de droit locatif privé, mais il faut qu'il y ait un juge de paix, et en l'espèce, c'est l'association. Est-ce que les structures de droit privé à but lucratif, qui sont, comme leur nom l'indique, susceptibles de générer des bénéfices sur ces activités, est-ce qu'elles ont leur place dans le cadre d'un CCIS? Ça, c'est pas à moi de répondre. En tous les cas, le législateur n'a pas à laisser planer une incertitude, une imprécision sur ce point. La deuxième question, elle porte sur les cohabitants. Donc on a un contrat de cohabitation qui lie deux personnes, deux ou plus d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs jeunes, jeunes de moins de 30 ans à la signature. Mais comment ça se passe? Et là, je fais un lien avec ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure sur la question architecturale, c'est qu'un logement d'habitation, donc un contrat de cohabitation porte sur un logement d'habitation, et il doit être décent. Et ça, c'est le Code civil qui le dit. Depuis la loi climat-résilience, la décence, c'est la décence énergétique. Comment on va se poser la question de la décence énergétique d'un bien mis à disposition d'un occupant dans le cadre d'un contrat de cohabitation? Alors, la question du pavillon, ça va être la pire, parce qu'en réalité, la personne qui est seule dans son logement va devoir, en tant que propriétaire, personne âgée propriétaire, va devoir consentir un logement décent de manière énergétique, mais tout le reste aussi, à l'occupant, qui aura donc un recours si ce n'est pas le cas. Donc on ne sait pas comment ça va fonctionner, mais ça pourrait poser de vrais problèmes, parce qu'en matière de mise à disposition d'un logement non décent, il n'y a plus de contrepartie. C'est-à-dire qu'on pourrait suspendre la contrepartie qu'on verse sans mettre en difficulté le titre d'occupation dont on bénéficie. Et c'est là qu'on a un premier hiatus, c'est qu'on a un objectif social qui est clairement affirmé, mais on a une difficulté à comprendre quelle norme va s'appliquer. La décence locative s'applique à tous les logements d'habitation, c'est le Code civil, c'est même pas du droit spécial, c'est du droit commun, c'est l'article 1719. Comment trouver une solution? Je ne sais pas. Alors, une partie de la solution reviendra aux associations. Elles vont jouer un rôle de modérateur, mais je pense que ça ne fait pas taire la question, ça n'épuise pas la difficulté, parce qu'il y aura toujours un recours judiciaire. Le deuxième problème qui est un peu du même type, c'est que faire si l'occupant ne veut pas quitter les lieux? Il est titulaire d'un titre d'occupation, on repasse une fois encore dans le droit commun, et on est obligé de faire une procédure d'expulsion. Si l'association n'arrive pas à réglementer la situation, si elle n'arrive pas à faire partir de manière volontaire, celui qui dispose d'un titre d'occupation sur un bien ne peut pas être mis dehors par la force. Que ce soit ou le propriétaire ou le locataire d'ailleurs, parce que ça peut être un locataire qui donne un contrat de cohabitation, ou même l'association, personne ne peut mettre dehors une personne qui refuse de partir. Est-ce qu'il ne faut pas adapter le droit à cet objectif poursuivi? Je pense que si on ne le fait pas, et si on n'adapte pas à la réglementation, alors même que le CCIS prendrait de l'ampleur, ce qui est sans doute le cas, c'est ce qui pourrait sans doute arriver, on pourrait faire face à de graves difficultés, et les associations qui font l'interface feraient face à de graves difficultés. Et en dépit même des règlements amiables alternatifs qui sont intégrés au contrat de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Dans certaines chartes, on a déjà des règlements alternatifs qui sont alternatifs au règlement judiciaire, j'entends, qui sont là pour régler la situation. Et puis le troisième problème que j'ai identifié, c'est la place du dispositif. Quand on conclut un contrat de cohabitation intergénérationnelle et solidaire, très bien, on a 4 articles de loi. Sauf qu'il peut servir à contourner le dispositif de droit commun. Aujourd'hui, on est sur la loi de 89, un bail d'habitation classique, que ce soit de la colocation ou non. On est sur un régime extrêmement encadré,
que ce soit d'un point de vue matériel ou financier, avec plusieurs types d'encadrement, notamment dans les zones tendues. Mais aujourd'hui, il est vrai, et ce que moi j'ai constaté, c'est qu'on a devant les tribunaux des locataires qui considèrent qu'ils n'ont pas sous-loué, mais mis à disposition dans le cadre d'un contrat de cohabitation internationale et solidaire. C'est-à-dire, en d'autres termes, que leur bail n'est pas susceptible d'être résilié parce qu'ils ont utilisé un mécanisme qui permet de sous-louer de manière régulière sans accord du bailleur. Il va falloir que, alors par la pratique sans doute, les décisions de justice, si elles arrivent, mais peut-être par un rectificatif ou une précision du législateur, il va falloir qu'on ait une espèce d'autonomisation du CCIS pour éviter les risques et pour pérenniser le processus. Parce que si le processus il est peut-être démocratisé, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tous ceux auxquels il s'adresse, et on sait très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très clair. En revanche, il ne pourra pas être pérennisé s'il n'est pas sécurisé, tant du point de vue des associations qui gèrent le processus, que des occupants. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau de la norme, et de la norme qui existe, il est vrai. Alors peut-être que c'est également, on peut le voir aussi dans d'autres types d'habitat partagé. Alors moi, je n'ai de compétences que sur cette question-là. Mais ce sont des questions qui vont devoir être abordées d'un point de vue, alors déjà d'un point de vue ministériel, mais savoir peut-être si la charte, elle pourrait pas, la charte qui réglemente toutes ces questions-là ne pourrait pas être modifiée, ou peut-être ne pourrait-on pas lui donner une valeur plus importante qu'une valeur aujourd'hui qui est en fait indicative et peut-être interprétative, mais dont les effets ne sont pas certains d'un point de vue juridique. Très bien, merci. Je pense que ça, je regardais, je pense que ça a beaucoup intéressé un certain nombre de personnes. Merci pour ces éléments-là. Je crois que M. Lefebvre, vous voulez réintervenir, mais alors assez brièvement, puisqu'il va être le temps peut-être de conclure, si vous voulez bien. Monsieur Lefebvre, on vous écoute. Oui, non, juste par rapport, je dirais, à l'habitat déjà existant, normalement, on va avoir la mise en œuvre à partir de 2024 de la prime adapt, et j'espère qu'un certain nombre de choses vont pouvoir, je dirais, permettre de faire évoluer les logements des habitants. Donc là, c'est réservé aux plus de 70 ans, mais je pense que dans le cas des cohabitations intergénérationnelles, il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Et puis vraiment, dernier point, je parlais du fonds d'appui territoire innovant senior. Quand j'entends la difficulté, je dirais, à financer cette part de réflexion, d'élaboration, de concertation, profiter des subsides que le réseau gère pour la CNSA et la CDC pour faire avancer vos projets. Ça doit se faire en lien avec la collectivité dans laquelle vous implantez ou dans laquelle vous développez votre projet. Mais je dirais, on a des moyens de vous accompagner là-dessus, donc profitez-en pour ne pas rester sans moyens financiers. Voilà, tout simplement. Peut-être, alors, on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais partager avec vous quelques questions qui devraient prolonger un peu la réflexion aujourd'hui. Le fait qu'on ait présenté différents types d'habitat peut donner le sentiment que chacun fonctionne dans son secteur. Et on a une question sur la mixité des populations dans les formes d'habitat un petit peu, enfin dans les formes d'habitat partagées. Peut-être deux mots rapidement, madame. Ce que je pourrais en dire, c'est que déjà dans les habitats participatifs, il y a vraiment des cohabitations de formes multiples avec des habitats intergénérationnels qui réunissent deux jeunes actifs, des familles monoparentales, des familles avec enfants et des seniors, qui peuvent, pour certains d'entre eux, aussi comporter quelques logements inclusifs. Et que voilà, il y a des mixités sociales, générationnelles, avec les formes aussi qu'évoquait Ludovic ce matin, avec notamment les programmes portés par les bailleurs qui permettent d'articuler accession et locatif, ou des programmes exclusivement en locatif. Donc on peut être dans une diversité. Et puis à l'intérieur de chaque habitat, des choses peuvent s'inventer au fil de l'eau et des opportunités ou des besoins, avec, et on pourrait imaginer des cohabitations intergénérationnelles à l'intérieur d'un habitat participatif qui comporte de l'inclusif. Enfin, bref, toutes les formes peuvent s'articuler, et en tout cas, elles sont toutes complémentaires, et je crois qu'elles portent toutes quand même simplement déjà le désir et le besoin de réinscrire du collectif, de réinscrire du lien, de la solidarité, de la mutualisation dans nos rapports à l'habitat. Hein. Okay, merci beaucoup, madame. Juste dire, peut-être pour prolonger, que vous aurez à traiter certainement de questions. Ça existe peut-être sur les mesures d'impact, ces initiatives, ces innovations qui sont mises en place.
il y a une demande pour se dire est-ce qu'on est en capacité, on a parlé de la question de l'évaluation un peu longitudinale où au fur et à mesure finalement qu'on avance, on a capacité à transformer ce qu'on évalue en initiative. Il y a une forte demande sans doute là-dessus. J'ai reparlé du modèle économique tout à l'heure, de ces innovations, on entend comment ça se finance, comment on les travaille. Et puis une dernière question, est-ce que ça ne va pas générer de nouveaux métiers? On a beaucoup évoqué la question de la médiation. Il y a des architectes des architectes qui se lancent dans la médiation sociale, alors, pour accompagner des projets, pour, notamment en zonant en rue, pour faciliter la compréhension et l'appropriation des projets par le plus grand nombre. Et moi, par exemple, je travaille beaucoup en logement social sur des habitats on fait de la rénovation énergétique de bâtiments et on se fait accompagner par des architectes qui se sont spécialisés dans cette question du partage du projet. Parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont un peu complexes et voilà, c'est bien quand il y a de la médiation. Très bien, parfait. Marc, on va vous demander de revenir prendre place. Moi, du coup, je vais vous laisser, je vais vous remercier. Alors, vous allez attendre peut-être 30 secondes, madame, vous allez voir, vous allez pouvoir nous laisser. On va laisser venir Marc s'installer au bout. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, Marc, donc en quelques éléments aussi, comme vous l'avez merveilleusement fait tout à l'heure, tirer quelques fils qui pourront nous être utiles. Alors peut-être prendre voilà, on va vous demander de prendre celui-là. Voilà. Celui-là, super, merci. Quelques éléments. Alors on est parti loin parce que sur les normes, ça évoque des souvenirs de philosophie du droit. Je crois qu'on part avec 3 boulets historiques au pied qui sont au revoir. Et merci. Et 3 boulets historiques au pied qui sont un poison à créativité, que sont d'une part le droit romain qui veut tout prévoir et donc on a une culture juridique qui n'encourage pas à l'innovation. On a aussi une histoire d'une république qui s'est faite contre les corps intermédiaires. On n'aime pas un nous entre l'État et l'individu. Et donc au moment de la Révolution française, on avait aboli les corps intermédiaires et c'est vrai que l'État s'est organisé pour affranchir les espaces intermédiaires entre lui et les individus. On a reconnu très, très tardivement les syndicats et on a plus qu'une valorisation de l'individualisme, on a une culture où c'est quasiment consubstantiel à notre approche de la démocratie et on a comme 3e limite quelque part l'idée d'une république un peu romaine qui nous sert de référence, où l'égalité passe par l'homogénéité. Et on sait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas très bien, on le voit dans l'éducation, et on le voit aussi en matière de logement. Le même logement pour tous provoque finalement des inégalités dans le bonheur d'habiter. Et du coup, je crois que sur cette question de normes, aujourd'hui, on est un peu pris au piège. On voit bien qu'on est dans un fatras de réglementation dans lequel on est complètement empêtré, et c'est valable pas uniquement sur les enjeux d'habitat. Et la manière qu'on a tous de s'en sortir, c'est d'essayer de creuser des petites fenêtres pour essayer de répondre à notre préoccupation. Et donc, on a un principe général qui est devenu un principe général d'interdiction, et c'était en filigrane partout. C'est-à-dire interdiction de faire du collectif pour obtenir des prêts. On n'a pas parlé de l'aval, mais si on va avoir besoin d'un fonds de solidarité logement, si on veut prendre une assurance, et qu'est-ce qu'on fait de nos communs? Enfin, le principe général, c'est l'impossible, et on essaye de se tailler des petites fenêtres de possible, comme le contrat intergénérationnel en est un exemple. Et du coup, ces petites fenêtres, elles sont pleines de fragilité, puisqu'elles-mêmes, elles essayent de tout prévoir, et elles passent leur temps à faire le constat qu'on n'arrive jamais à tout prévoir. Et donc, aujourd'hui, les compagnons d'Emmaüs ont un statut à part, les hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ont un statut à part, voilà, les colocations intergénérationnelles ont un statut à part. Donc on se fait des principes généraux qui n'arrivent pas à faire tenir le réel. On les entaille de plein de petites fenêtres qui elles-mêmes ne fonctionnent pas très bien et apportent des dérogations qui peuvent être assez inquiétantes. J'entends bien le besoin d'expulser plus facilement. Moi, je viens de la Fondation Abbé Pierre. La volonté d'expulser plus facilement ou d'avoir des dérogations aux normes incendie, spontanément, c'est des fenêtres dans lesquelles je pense qu'il faut y aller sur la pointe des pieds. Tout est à réfléchir, mais sur la pointe des pieds, parce qu'on peut vite aboutir à des catastrophes. Il y a une loi qui vient de passer qui prévoit l'automaticité de sanctions financières pour les ménages en impayés d'expulsion. Plus vous êtes pauvre, plus vous payez. Voilà, en contournant le juge, je ne sais pas si c'est des grandes avancées sociales et démocratiques.
En tout cas, je crois que dans votre réunion d'acteurs autour de l'habitat partagé, il y a quelque chose d'offensif en termes de droit à construire, qui n'est pas d'aller chercher des petites fenêtres comme la loi Elan a permis sur des petits bouts de colocation, mais qui est de renverser un peu des principes généraux en allant faire du droit général qui permet, et qu'on essaye de faire confiance un peu plus au juge pour trancher quand il observera que des principes généraux de proportionnalité, par exemple, n'ont pas été respectés, plutôt que d'essayer de tout prévoir et d'empêcher la créativité. On est dans un système qui sature, le logement, on l'a dit, sur le périurbain, le pavillonnaire, etc. On a besoin d'inventivité, on a besoin de collectif. Il va falloir, et ça, on peut aller le chercher que collectivement. Il n'y a pas que le logement qui est concerné, je parlais de l'éducation, de la santé. On a besoin d'aller chercher des alliés chez ceux qui sont aussi confrontés à une égalité qui prétend toujours passer par l'homogénéité et qui aujourd'hui est destructrice. L'école est hyper reproductrice d'inégalités sociales. On est le 27e pays sur 28 où on reproduit les inégalités sociales tout en entretenant le mythe de l'égalité républicaine qui voudrait que l'école produise de l'égalité. Donc aujourd'hui, c'est à nous, je dirais collectivement, d'aller chercher une transformation d'un rapport au droit, mais aussi de l'ensemble des acteurs, à dire d'abord c'est possible et on verra les raisons qui font que c'est impossible. Et c'est vrai pour aller chercher du PTZ, pour aller chercher de la garantie, pour aller chercher de la garantie des collectivités locales quand on a un projet d'habitat partagé. Et donc je crois qu'aujourd'hui, sur cette question de normes, ce n'est pas de trouver des dérogations supplémentaires qui est la clé de l'avenir, mais c'est d'aller changer une approche générale de la confiance et de la constitution des expériences qui bâtira progressivement notre société. Voilà pour moi.